Allez, bonsoir à tous, salut les gars, bienvenue voilà pour ce live ce soir consacré au rétro gaming et consacré également à on va dire l'actu YouTube rétro si on peut dire. Alors bienvenue à tous dans le chat pour ceux qui vont discuter avec nous ce soir et puis également ceux qui verront en rediffusion la vidéo autour du thème ce soir. Alors c'est un thème global, c'est-à-dire qu'on va parler quand même de pas mal de choses différentes autour du milieu du rétro gaming. Et puis, je vais vous montrer quelques petits objets de collection. Et puis, on va essayer de montrer quelques différences notables ou pas forcément notables pour les gens qui sont pas forcément addicts de la collection autour des jeux Sega et peut-être Nintendo NES. On va voir ça de près tout à l'heure. Alors pour ce qui est également voilà de l'actu à travers YouTube, voilà on avait fait deux trois émissions récentes autour justement de divers sujets, à savoir également les prototypes Neo Geo et puis on avait fait une émission autour de comment dire les homebrew sur la NES. Déjà, je tiens à vous remercier par rapport aux avis que vous aviez laissés. On avait fait une émission aussi sur Virtua Racing. Alors c'est vrai que Virtua Racing, c'est un problème qui est connu déjà depuis un moment, mais c'est vrai qu'on a parfois envie, voilà, de sensibiliser, on va dire, certaines personnes qui sont pas trop au courant du problème à travers Virtua Racing. Alors de mon côté, je peux vous dire que pour le moment, je vais faire des recherches concernant la carte du jeu japonaise, parce que c'est pas forcément que j'ai plus d'infos que ça, mais disons que il va falloir se renseigner pour savoir pourquoi en effet il n'y a pas de pâte thermique sur notre version japonaise du titre. Et ça, en effet, c'est une petite question, voilà, que je me pose même de mon côté, hein. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va lire deux trois commentaires qu'il y avait sur les dernières vidéos, les gars, et puis on va en discuter. Si vous voulez, on peut faire ça. On va faire ça tranquillement. Alors, bonsoir à Sébastien, comment tu vas? Content de te voir. Et alors, ce qu'on va faire, on va agrandir, voilà, l'espace visuel pour que vous ayez un peu plus de visibilité à travers la page et puis les commentaires. On va faire ça. On va revenir du coup sur la vidéo de Virtua Racing et puis les deux autres vidéos dont je vous ai parlé. Alors, est-ce que en cette fin de 2024, vous, de votre côté, les gars, vous avez fait quelques achats récents durant ces fêtes de Noël? Ça sera intéressant de savoir également ce que vous avez acheté ou pas acheté, quoi, à travers votre collection, les gars. Alors, on va mettre tout de suite voilà, les divers commentaires dont je vous ai parlé. Alors c'est vrai que la vidéo sur Virtua Racing, moi j'ai été un peu surpris que ça intéresserait autant de personnes. Je me suis dit bon, on va faire une petite vidéo tranquille, sans sans forcément chercher à attirer beaucoup de monde. Et au final, ouais, on a attiré pas mal de personnes. Voilà. Alors l'onglet communauté, je vous mets ça les gars. Hop. On va mettre voilà tout simplement les commentaires des personnes voilà qui avaient répondu à la vidéo. Alors pour ceux qui ont regardé en entier la vidéo autour justement de Estic sur la NES, vous avez compris que c'est un jeu qui est premièrement un peu trop court. Et deuxièmement, j'ai dit aux gens, si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Simplement, les gens qui étaient énervés, je pense que c'est 3-4 personnes
qui ont simplement participé à la programmation du jeu ou à la vente, ou alors ce sont des gens voilà qui n'ont pas regardé ma vidéo en entier. Donc ça sert à rien de s'énerver les gars, ni de revenir avec plusieurs faux comptes pour réciter la même chose. Ça sera la même destinée pour vous les gars, hein. Le ban, terminé, ça sert à rien de venir mépriser les gens comme ça gratuitement. Je sais comment marche le commerce du homebrew les gars à travers justement YouTube. Je sais exactement ce qui se passe au niveau comment dire communication. Donc c'est pas nécessaire, hein, je veux dire, de passer votre temps à essayer de me formater à travers justement la vente de ce produit. Mais vous verrez avec le temps que de plus en plus des gens, on va dire, diront que le jeu finalement est bien, mais il est assez frustrant, assez court, et c'est pas forcément hyper intéressant pour tout le monde de le prendre. C'est un peu ça en fait qui va revenir, je pense, dans la plupart des prochains commentaires. Là, les gens sont hypés par certaines choses, mais vont avoir du mal à se dire que c'était un bon achat avec le temps. On va dire ça plus comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder du coup, voilà, je vous dis... Salut à toi, cousin Hubert, comment tu vas? Comment ça va? Toi, t'as acheté tous les homebrew de l'année. Félicitations à toi. Je suis très content pour toi. Bah, je vais vous montrer également. Moi, j'ai acheté 4 homebrew cette année sur, enfin cette année. C'est les 2 dernières années sur, comment dire la NES. Hein, je vous mets un peu de lumière, mais parce il fait pas forcément très jour. C'est vraiment le live du soir là. C'est alors, la trilogie des CT Special Force PS1 et The Project Raiden. C'est ça que t'as acheté. Ah, c'est ça que t'as acheté pour Noël, ok. La trilogie, d'accord. D'accord. Et Project Raiden. Alors, Project Raiden, ouais, c'est un bon shoot'em up sur PS1. Et en effet, c'est quelque chose d'intéressant pour les fans de shoot. Et d'ailleurs, Project Raiden, je pense que c'est un shoot qui dure en longueur continue. Un peu moins de... Il est pas très long, hein, il dure moins d'une demi-heure ou moins de 35 minutes. Mais ça reste un shoot vraiment intéressant pour la PS1. Sachant que c'est un des premiers shoots en plus de la PS1, donc ils étaient à leurs ébauches quand ils ont commencé en fait à faire leur jeu sur PS1. Alors oui, on avait parlé donc du coup sur Virtua Racing du blindage électromagnétique qui est en plus sur la version US, et on avait également voilà à l'intérieur cette plaque métallique sur la pâte thermique. Alors il y a pas mal de gens qui étaient au courant et d'autres en fait qui se posent encore des questions. Alors il y a également des gens qui jouent très peu à Virtua Racing, ils peuvent l'avoir, ils vont y jouer 15, 20, 25, 30 minutes et ils arrêtent d'y jouer, donc ils auront pas forcément de problème. Je pense que c'est là le problème, il arrive vraiment quand ils jouent 1 heure et demie, déjà qu'il fait chaud dans ta pièce ou des choses comme ça, et en effet là tu peux avoir ta console qui a quelques soucis avec le titre. Mais bon, moi ce que je conseille vraiment aux gérants de magasins, et enfin s'ils en ont quelque chose à faire, parce que bon, on sait que des gérants qui ont des stocks énormes de jeux, c'est pas leur souci de nettoyer les titres, mais bon, on peut se demander en effet si eux vont avoir envie de prendre soin des jeux qui leur restent en stock pour vendre à leurs clients, ou si ça sera à vous de tout simplement de nettoyer les jeux quoi. Alors, il y avait Blaze Adventure qui avait dit qu'à l'époque, c'était une cartouche qui coûtait très cher. Pratiquement 600 francs en import, c'est vrai. Et puis, quand tu voulais l'acheter hors magasin, supermarché, genre dans des Fnac ou on va dire, des boutiques indépendantes, Jouet Club, La Récré, c'était un jeu qui était à 500... je dirais pas 599, je crois qu'il était autour de 519 ou 529 francs.
Il était assez cher, mais en un an, il a baissé extrêmement vite le jeu. Et moi, j'avais raconté que voilà, c'était un jeu que j'avais acheté d'occasion, 350 francs, je l'avais acheté d'occasion en République à l'époque. Parce que neuf, c'était impossible. J'allais pas mettre 450 ou 500 francs dans un jeu Mega Drive neuf. Hors de question. Voilà, déjà 350, c'était assez. Voilà. Alors, ouais, alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de conseils techniques par rapport au changement des pattes thermiques. C'est vrai en plus ce que dit Mario Sonic Fan. C'est vrai ce qu'il dit parce que moi, quand j'ai fait la patte thermique sur la PS3, la PS4 et puis la. C'est tout, parce que j'ai pas de Xbox 360. J'avais nettoyé l'ancienne pâte thermique avec un chiffon sec et légèrement imbibé pour enlever l'ancienne pâte thermique et pour remettre la nouvelle. Et je sais pas pourquoi, sur le Virtua Racing, la version US, vous voyez, il y a l'ancienne pâte thermique et j'ai pas pensé à l'enlever. Bon, sincèrement, je vais vous dire, à un moment donné, bon, vu le peu de fois où je vais y jouer, etc., le prochain entretien de ce jeu-là, ça sera peut-être dans 10 ans ou 15 ans, voilà. Mais d'ici là, je veux dire, le jeu fonctionnera assez bien, je pense, hein. Alors Sébastien Lopez, il disait, je ne connais pas beaucoup de youtubeurs francophones qui sont autant axés sur les techniques des composants, maintenance, mais aussi sur le software. Bah c'est vrai que non, il y en a qui le font, mais c'est vrai qu'on essaye voilà de donner de l'information aux gens parce que il y a beaucoup de personnes qui sont déjà spécialisées dans le retour de vide-grenier, le retour d'achat. Et comme moi, c'est pas du tout mon domaine, voilà, c'est un truc voilà où faut essayer de faire des choses différentes des gens parce que sinon, si tout le monde fait la même chose, après, on n'y arrive pas au niveau de s'approprier une communauté, voilà, c'est un peu ça l'idée aussi. Alors, il y avait Alex qui disait, il arrive que le SVP soit HS avec le temps, bug graphique au démarrage, écran violet, une seule partie du fond d'écran est animé. Bah, moi, c'est ça que j'avais relevé au niveau des menus de la version française que j'avais, la version PAL. Je trouvais les menus qui saccadaient, qui étaient un peu lents. Et en fait, quand on jouait au jeu, j'avais l'impression que il y a des moments, en fait, certains affichages au niveau du clipping n'étaient pas aussi performants qu'au début, dans mes souvenirs. C'est un peu pour ça que bah, j'ai ouvert les deux autres cartouches voilà, pour remettre de la pâte thermique, voilà. Au passage, Virtua Racing est aussi un bon moyen de détecter ça c'est vachement important ce qu'il dit, le bon fonctionnement de l'encodeur vidéo d'une Mega Drive. C'est un peu ce qui se passe également aussi pour un autre problème, mais pour le mode 7, mettez Mario Kart dans votre console Super Nintendo pour savoir en effet si les circuits s'affichent. Pas les menus, hein, mais les circuits. Et vous verrez que si vous pouvez pas jouer à Mario Kart sur Super Nintendo, vous avez le mode 7 qui est HS. Voilà. Et voilà, l'encodeur vidéo, ok. Alors, moi ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est que la pâte thermique permet de refroidir, en effet, le composant en dissipant, voilà, précise Basildom, il précise, en dissipant la chaleur, en la transférant vers cette plaque métallique. Voilà. Mais ça a l'effet donc de refroidir et de stabiliser la chaleur du composant, de la puce additionnelle. Et il y a des gens qui ont fait des tests comparatifs avec justement des processeurs graphiques. Tu peux gagner entre 5 et 15 degrés suivant en fait l'utilisation complète dans la durée du gameplay. Voilà, tu peux gagner entre 5 et 15 degrés, c'est énorme avec justement une pâte thermique vraiment efficace. Salut Matspo, comment tu vas? Ouais. C'est vraiment très efficace, donc c'est pas négligeable, hein, parce que nous en Europe, on va jouer dans des conditions, enfin en Europe, on va dire,
où il n'y a pas des fortes chaleurs, c'est assez tempéré le climat. On n'est pas dans des conditions de jouer à 45 ou 40 degrés avec de l'humidité. On n'est pas dans ces conditions-là. On est plus dans des conditions où on joue avec, allez, maximum parfois dans un grenier en été à 35 degrés. Mais la plupart du temps, c'est 25, voilà, c'est pas... On n'a pas ces conditions extrêmes qui vont faire chauffer. D'ailleurs, les gens qui ont une PS3 ou une PS4, ces personnes-là savent que, en effet, les PS4 souffrent énormément pendant l'été, avec le ventilo qui se met à ventiler comme pas possible. Euh, voilà. Julien Chaudet m'avait fait rire, il avait dit j'avais pas acheté Virtua Racing à l'époque de sa sortie sur Mega Drive, je voulais en fait la borne de Virtua Racing pour affronter Cyril Drevet. Cyril Drevet qui laissait 2 tours à des gamins de 8 ans pour les latter après, dans l'émission Télévisateur 2. Voilà. Salut Sceptic Flèche, salut à toi. Je découvre ta chaîne et merci pour l'info. Même si je n'ai pas de Virtua Racing Mega Drive. Moi j'ai remarqué un truc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont Virtua Racing sur Mega Drive. On dirait que c'est un jeu qui est mal aimé en fait des possesseurs de Mega Drive. Ou alors ils préfèrent la version Saturn. Alors même s'il y a plus de voitures, plus de circuits, c'est la version arcade sur Saturn. Je trouve que la version Mega Drive est vraiment très très bonne, hein. Donc je trouve dommage que les gens se désintéressent de ce produit. Alors, cousin Hubert, tu nous avais dit que tu avais la version Jap et tu as pas souvenir en effet d'une plaque métallique en plus. Et ben, il y a une autre personne qui me l'a confirmé qu'elle en a pas non plus, tu vois. Il y a surtout plusieurs condos sur la PCB du jeu à changer. En plus, en effet, la PCB de la version Jap est légèrement différente au niveau des condos, ouais, par rapport aux versions européennes. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, voilà. Euh, Alors, j'étais au courant, voilà, The Real Bad, il disait TCL. Il fait l'entretien de ses cartouches. Il y a plein de gens qui font l'entretien de leurs cartouches hein, quand ils ont des grandes collections maintenant aujourd'hui. Voilà. Voilà. Alors après, voilà, il y en a qui remercient pour l'astuce parce qu'ils n'étaient pas au courant. Alors toi, Matspo, tu l'as acheté en pâle loose tardivement. Tu l'as eu complet en Jap par un ami. Moi, j'ai pas de notice sur la version US et j'ai pas de notice sur la version PAL. Et j'ai la version Jap complète, mais c'est parce qu'à l'époque, écoutez, je crois que je l'ai payé 13 dollars. Tu vois, je l'ai payé 13 dollars en japonais. Donc, t'as jamais eu envie de le reprendre. Il y a plein de gens comme toi. Il y en a plein, en fait, qui l'ont essayé et qui l'ont pas gardé, en fait. C'est un peu ça. Le Virtua Racing, pourtant il t'avait fait rêver dans l'émission avec Cyril Drevet. Non mais Cyril Drevet, je pense il a donné à des enfants de 10, 8, 7, 9 ans, 10 ans d'acheter le jeu. Mais pour s'entraîner et espérer passer dans l'émission, je sais pas s'ils étaient sponsorisés par Sega et puis AM2, le Virtual Processor, je sais pas. Peut-être qu'ils avaient une petite subvention ou alors c'est simplement que voilà, ils essayaient de faire la promo de Sega tout simplement. Après voilà, on parlera du thème de ce soir, hein, les gars, vous inquiétez pas. Voilà, alors j'aimerais bien juste dérouler la photo là, l'image sans. Ah là là là. Merci. Ouais. Ah bon, bon. Voilà, bon, ça j'ai réussi à l'enlever. Euh, alors, il y avait également voilà, des commentaires autour de la vidéo fin de collection, quand et pourquoi. Alors, moi, ce que je disais dans ma vidéo, c'est pas que j'arrête, on va dire, et je revends ma collection, c'est pas ça. C'est que j'arrête d'acheter des nouveaux produits euh, qui vont sortir pour le rétro gaming et j'arrête d'acheter des anciens jeux parce que je me contente de ce que j'ai et j'en profite bien. Et je peux vous dire que depuis 3 mois environ, et justement le fait que tu joues beaucoup avec tes jeux, prennes du temps, tu prennes du plaisir à jouer au jeu, bah tu te rends compte que euh,
comment dire, t'as beaucoup plus de recul en fait sur ce que tu fais. Et ce que tu vois également sur YouTube et chez les autres collectionneurs, et tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la dérive de l'achat. Ils sont, bah c'est après, je vous laisserai voir la vidéo si vous l'avez pas vue, mais c'est ce que je dis en fait dans cette vidéo, c'est exactement en fait le ressenti que j'ai aujourd'hui à travers le monde du rétro et des achats, c'est que faut être modéré dans tout ce que tu achètes et ce que tu fais. Et c'est pour ça que justement, j'avais mis le thème ce soir, voilà, maîtrisez-vous votre collection rétro gaming. Salut à toi, Cédric Vidal, ouais. C'est-à-dire que savez-vous les jeux que vous avez? Savez-vous en fait pourquoi vous les avez achetés? Est-ce que vous êtes capable de terminer plusieurs jeux hein, que vous avez achetés? Est-ce que vous êtes capable également de parler de l'histoire des jeux que vous possédez? Ça, c'est vachement intéressant de savoir en fait à peu près. Je peux même pas faire un pourcentage pour savoir exactement si vous, de votre côté, vous avez, comment dire, au niveau du pourcentage des connaissances et du skill par rapport à votre collection. Et enfin bon, je pense que la plupart des gens se souviennent du prix auquel pour lequel ils ont payé leur jeu, mais ils se souviennent pas forcément si il y avait une raison particulière pourquoi ils l'ont acheté en fait. Je pense que le prix marque plus que... parce que quand tu vois des gens qui sont prêts à acheter des jeux, on va dire 100 euros, 200, 300, 400 euros, parce qu'en effet le jeu est demandé, est rare, etc. Je pense il y a des gens aujourd'hui qui cherchent un Magician Lord sur Neo Geo. Magician Lord, tu vas plus te rappeler du prix que tu l'as payé aujourd'hui que en effet du pourquoi, du comment tu l'achètes aujourd'hui et tu le mets dans ta collection alors que t'es même pas, je veux dire, je suis même pas certain ils y joueront certains, voilà. Alors Pingouin il nous avait dit YouTube et le rétro gaming c'est que du copinage, aucun partage, juste des intérêts pécuniaires ou matériels sous le prétexte de la nostalgie et des années insouciantes. Le prétexte de la nostalgie, il revient très très souvent dans les affiliations au niveau du commerce de propagande YouTube, où la plupart des gens vont vous dire, vous pouvez regarder par exemple hein, ce qui s'est passé autour de Estic sur la NES, qui est un jeu qui est sorti sur NES récemment cette semaine. La plupart des gens qui vous en parlent n'ont soit pas acheté le jeu, on leur a envoyé gratuitement, ne l'ont pas terminé, ou alors on fait 2-3 niveaux et se disent que le jeu peut être vachement intéressant, mais ça en restera là et ça finira sur l'étagère. Et les gens qui vous disent en effet qu'il faut maîtriser le jeu pour je ne sais quelle raison, c'est des gens qui n'ont pas le jeu en fait, qui ne l'ont pas acheté. On l'aura. Parce que quelqu'un qui paye aujourd'hui un jeu 50 euros, qui le finit aussi rapidement, peut pas être quelqu'un de satisfait dans son achat. Combien de jeux vous avez acheté dans le passé, comme même Rambo 3 Mega Drive, que je vais vous montrer tout à l'heure. Rambo 3 Mega Drive, c'est un jeu qui se termine en moins de 17 minutes, 15, je crois que c'est 18-19 minutes sur Mega Drive. Le Rambo 3, il est extrêmement court. Et je pense pas qu'on pouvait être satisfait à l'époque d'acheter ce Rambo 3, les gars, sur Mega Drive, au tout début de la console, pratiquement. Je crois que c'est... Attendez, je vais essayer de trouver la date si je vois. Je crois que c'est au début. Attendez, il n'y a pas une date qui traîne là quelque part. Faudra revoir là, faudra revoir les dates. 89, ouais, c'est 89. C'est un des premiers jeux de la Mega Drive. Et je pense pas qu'un mec qui à l'époque avait payé le jeu, presque 500 francs en import, ou plus cher en import encore, sur Mega Drive, pouvait être satisfait et dire je vais essayer de maîtriser le jeu pour le faire en un crédit, avec une vie, avec 3 vies ou une vie, je vais essayer de maîtriser le jeu et je vais être satisfait de mon achat. Non. Ça, c'est les gens, en fait,
à qui on a filé le jeu et ils se disent en fait que c'est un jeu en fait que les gens ne comprennent pas, mais ils se disent ça parce que eux ne l'ont pas payé. Les gens qui l'ont payé, qui l'ont fini en moins de 20 minutes, ça repart à l'échange, ça repart à l'occasion, ça repart à la vente. Et la plupart des gens aujourd'hui qui ont acheté des jeux qui se finissent hyper rapidement vont essayer de voir la valeur que le jeu a pour le revendre le plus rapidement possible en fait. Je pense que c'est un peu ça quoi l'idée. Ouais. Salut Retro FPGA, ouais. Salut à toi. Ouais. Leur argument pour les shoots et sticks, c'est la rejouabilité. Sérieux, ça tient pas la. Ben non, ça tient pas la route. Parce que en général, tu finis un shoot, tu finis un RPG, t'y reviens très très rarement, voire jamais. Voire jamais. C'est le shoot 'em up une fois que tu l'as terminé. Franchement, moi je sais que Axeles, c'est un jeu que j'ai fini en difficile. Il y a d'autres shoots comme ça. En général, bon, Axeles c'est spécial parce que moi j'aimais bien y rejouer mais en normal. Tu vois, je remettais normal ou je remettais easy et je me faisais une petite partie tranquille et je terminais le jeu pour m'amuser, pour me décontracter. Je remettais pas le jeu en difficile ni certains autres jeux parce que le mode dur en fait c'est un exercice où il faut une grande concentration et puis une grande patience. Mais une fois que tu l'as fait, bon, en général, t'es assez énervé, t'es assez fatigué, donc tu le refais pas à ce niveau-là, je pense pas. Enfin, après, bon, ça dépend des gens, hein, voilà. Il y a des gens, ils sont un peu sadomaso, ils aiment bien, hein, c'est leur. Voilà. Euh, voilà. Le Barbie NES français, ils vont y jouer jamais. Il y a jamais. Non, jamais, jamais. Le jeu de Mike. Alors, il y a quelqu'un qui m'a rapporté qu'il y aurait eu une embrouille entre Mike et Olivier. Je sais pas. Pourquoi pas. Estic, c'est un jeu en plastique à défaut d'être un jeu en carton. Ouais, tu sais. En plus, il paraît que le programmeur principal du titre, voilà, on va dire le concept designer du projet, c'est quelqu'un qui veut faire un vrai jeu, il a dit par la suite. Sous-entendu que ce jeu-là, pour lui, était un essai technique, une démo, et qui veut en fait en faire un meilleur titre pour une suite. Voilà. Ils ont comparé ce jeu à des jeux de 2024 ouais, enfin, non, on peut pas. Si, après, il reste en fait dans le thème des jeux des années 90, mais disons que depuis 89, 92, on n'a pas eu de jeu aussi court. Voilà, moi c'est un peu ça que je vois, quoi, voilà. Euh, les mecs te disent R-Type sur PC Engine, ça se termine en 20 minutes. Ben non. Bah non. La première partie, si tu veux. La première partie, il est en 2 U-Card, hein. Il y a 2 U-Card. Vas-y, finis-le en 20 minutes. Ça se passe pas comme ça, hein. Ça se passe pas comme ça. Euh, Enfin bon, bref, on en a assez parlé de ça, voilà. Oui, ça sert à rien parce que moi c'est facile, si on me donne aujourd'hui, par exemple, on me donne Last Resort ou on me donne, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait me filer comme autre jeu là? Il y a des petits shoots comme ça qui sont sympathiques, mais c'est vrai qu'ils sont pas très longs. Mais là, même en niveau normal, même en niveau easy, ils sont déjà difficiles. Là, le problème, c'est qu'il faut mettre une difficulté maximale, et on est en 2024. On parle d'un jeu sorti en 90, 91, 92. Non, enfin bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, s'ils veulent l'acheter, voilà. Mais n'essayez pas de convaincre des personnes sensées d'acheter ce produit-là. Et voilà, après, nous, ce qu'on a mis en valeur, c'est le fait que des youtubeurs connus ne disent pas la vérité autour du produit, ils parlent pas des défauts, voilà. Les taggers ont dit que la cartouche NAS n'était pas boostée. 4 mégas, c'est quoi 4 mégas? C'est quoi 64 kilobytes? C'est quoi?
C'est de la magie, c'est... Putain, ils sont exceptionnels, et de mauvaise foi, exceptionnels de mauvaise foi. Moi, je vous conseille un truc, les gars, c'est de vous désabonner de ces gens-là. Ils vous mentent. Si vous êtes abonné à ces personnes-là et qu'ils vous mentent, et en plus ils vous disent que le jeu n'est pas boosté, c'est catastrophique. Ah, ça sert à rien, à Retro FPG, de discuter avec ces personnes, tu gagneras pas. Ils sont corrompus, ils sont idiots, donc ils aiment l'argent et ils aiment vous manipuler. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Ça sert à rien. Et ces gens-là, et je veux dire, mis à part vendre le produit, eh ben ils jouent même pas au jeu. Ils y ont même pas joué certains. Donc voilà. Alors, ces petits flashs, je dis, j'adore refaire Raiden X, Mushishime Sama, Donpachi de Donpachi, ouais. J'ai découvert le nom japonais de Flying Shark. C'est Isojuma, un truc comme ça, Izushoma, je sais plus. J'ai découvert que le Flying Shark avait un nom japonais également. Flying Shark, je crois que c'est un des premiers shoots que j'ai fait sur Atari ST à l'époque. Et, euh, et Flying Shark, il est pas mal du tout, hein, parce que moi j'aimais bien 1942, 1943, qui ont un gameplay vraiment très bon. Malheureusement, 1942, en fait, le problème qu'il y a, c'est que quand tu as terminé le jeu, il te refait faire des loops à chaque fois. On n'est pas dans le système de Tiger Ellie, où Tiger Ellie c'est une arnaque totale, surtout malheureusement sur la NES, parce que Tiger Ellie, en fait, tu reprends à chaque fois des loops différentes. Et il y avait un... J'ai vu une vidéo où il y a un mec qui en parlait de Tiger Ellie, il disait que il avait appelé à l'époque le service Nintendo. Il fallait faire 40 fois le jeu, en fait, le terminer 40 fois d'affilée pour avoir, en fait, la vraie fin. Avec avec l'appel, vous savez, le SAV Nintendo, là, je sais plus au club Nintendo, là. Voilà. Oui, les crédits. T'as raison, cousin Hubert, parce que l'ennemi numéro un en fait, de ces jeux-là, comme d'ailleurs les beat'em all avec... c'est Ninja Master, je crois, sur Neo Geo et d'autres jeux. Ninja Combat... Non, c'est pas Ninja Combat, je sais plus lequel. Il y a des crédits illimités, donc si vous continuez à chaque fois, bah oui, votre argent va partir assez rapidement et... vous n'allez pas récupérer votre thune en faisant les crédits illimités, voilà. C'est Ninja Combat. C'est Ninja Combat, voilà. Ninja Combat. Et Ninja Commando, c'est autre chose. Voilà, mais je sais pas pourquoi j'ai dit Ninja Master. Ninja Master, c'est un jeu Amstrad CPC ou ça n'a rien à voir. Voilà. C'est Flying Shark. Non, c'est Flying Shark, ouais. Il y a Fire Shark aussi. Fire Shark, c'est un jeu qui est aussi sur Mega Drive, mais c'est un autre jeu. C'est pas le même, ouais. Ouais, d'ailleurs, ils ont fait presque les mêmes noms. Voilà. Bon, après, Flying et Fire, c'est pas trop pareil. Euh, Karaloka, 40 fois. Ouais, c'est ça, 40 fois. C'est ce que racontait quelqu'un sur une vidéo du SAV Nintendo. Alors attendez, on va continuer, les gars. Hop, attends, j'aimerais bien que ce truc il s'en aille. Alors, il y a Baba You Greg qui avait dit c'est cool de tomber sur ta vidéo qui laisse apparaître un problème non évoqué par les influenceurs renommés du secteur. Ça laisse perplexe. En effet, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre Il y avait Brasildom qui m'avait fait rire. Il m'avait dit, comme disait Michel Audiard, les cons ça ose tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Bah, disons que quand tu es en 2024 et que t'es un vendeur de tapis, youtubeur rétro, et que tu dis que le jeu est exceptionnel et que c'est le meilleur jeu de l'année et ceci, cela, et que tu dis pas à tes abonnés que le jeu est extrêmement court, c'est dommage. Voilà. Voilà. Euh, Bah, il y a un problème que soulève Dutch VTL. Je sais pas si vous voyez le problème qu'il soulève.
Et il dit, en fait, comme tu le disais si bien il y a quelques années, vivement que des personnes plus compétentes prennent le relais. Il y en a marre de ces gens-là. Euh, voilà, c'est Ishuzame. J'ai inversé les, comment dire, j'ai inversé le nom, voilà. Et ça fait cher la minute, ouais, c'est ça, tu divises. Et le pire, écoutez les gars, c'est qu'il y a un mec, enfin il y en a deux, il y a deux mecs qui sont venus en fait sur ma chaîne poster des commentaires où ils étaient énervés les gars. Tu connais rien, ceci, cela, les shoot 'em up, c'est comme ça, c'est comme si, moi j'en ai fini plein. Je crois qu'une fois j'ai compté le nombre de shoot 'em up que j'ai terminé, j'en ai terminé plus de 50 depuis l'époque Game Boy 8 bits, une cinquantaine, j'en ai fini. Et il y en a peut-être autant que je dois encore essayer de terminer, on va dire, parce que je me suis pas forcément attardé. Et puis à un moment donné, quand t'es en 95 et que tu passes à la PS2, à un moment donné, bah tu joues plus du tout aux jeux de 96, 95, 18, tu joues plus à ces jeux-là. T'es sur PS2, tu joues plus aux autres consoles à l'époque. Donc il y a les jeux que j'ai abandonnés. Mais il y a deux mecs qui sont venus, c'est des comiques, hein, ils sont forts les gars. Ils sont venus sur ma chaîne en me disant non, c'est pas vrai, le jeu il dure pas 19 minutes, tu joues beaucoup plus longtemps et tout. J'ai bien dit dans la vidéo, quand en fait tu joues au jeu en durée de vie continue, en y jouant de façon continue, j'ai dit, voilà, pour terminer le jeu, tu mets 19 minutes. Les gens ne comprennent pas le français. Ils entendent ce qu'ils ont envie, et ils ont envie, en fait, de défendre un jeu qui n'est pas défendable. C'est quand même dingue. Enfin, bon... Et bien sûr, que quand tu vas mettre le jeu pour la première fois dans la console, tu vas y jouer peut-être 1 heure, parce que tu vas essayer tous les modes de jeu, tu vas essayer le mode easy, le mode normal, le mode dur après, et tu vas le terminer peut-être une demi-fois, et tu vas essayer de le refaire en une vie, en deux vies, etc. Donc oui, tu vas y jouer 1 heure et demie, 2 heures au jeu. Et quand tu l'auras terminé, les mecs l'avaient terminé 2 jours après l'avoir reçu. Tous, pratiquement. Enfin, ceux qui y ont joué, hein, voilà. Voilà, same, same, same en japonais, c'est Fire Shark en effet, ouais. Bah, disons que moi, tu vois, salut Abdul Jabbar, 50 euros, sincèrement, j'ai du mal à le mettre déjà dans un jeu Super Nintendo ou Mega Drive en 2024, donc le mettre dans un jeu qui vient de sortir, waouh. Ouais, Battle Squadron, j'adore. Sur Amiga, et je l'ai sur Mega Drive. Il est super, Battle Squadron, en effet, ouais. Donc voilà. Alors, il disait Dodge Battle, voilà, il y en a, ils en ont marre en fait de ces gens qui font la promo de jeux sans forcément dire des vérités. Ce qui est dommage et ce qui est naturel chez un influenceur, c'est que il est pas là en fait pour vous dire les points négatifs ou qui énervent autour de la vente d'un produit. Donc je pense qu'en fait ça changera pas forcément au niveau des influenceurs. Faudra avoir des indépendants qui vous diront des choses que les influenceurs ne veulent pas vous dire. Voilà. Et je vous disais, les deux gars qui m'ont posté des commentaires sur le jeu, etc., ils ont fini le jeu en 19 minutes aussi. Enfin, je veux dire, ça sert les mecs viennent parler et en fait, ils finissent le jeu de la même durée de vie. Et au début, il y a des gens, ils m'ont dit non, c'est pas vrai, c'est une rumeur, etc. Ouais, bah, c'est bien. Euh, voilà, enfin bon. Et il y a quelqu'un également qui a acheté le jeu et qui dit qu'il s'est fait hyper par ces youtubeurs et que la durée de vie, c'est une douille. Il s'est fait hyper par les reviews des youtubeurs et il en est déçu. Le jeu est aussi long qu'une démo. 50 euros pour ça, voilà. C'est vrai que, voilà, on s'en rend pas bien compte parce que nous, dans notre tête de gamer, on est des anciens et puis on se dit, bah tiens, ouais, dans les années 80, un jeu rétro, c'était 20 minutes, 25 minutes. Double Dragon 2 sur Game Boy, c'est 25 minutes. Et le jeu, j'ai dû y jouer 1 heure en tout avant de le terminer en 20 minutes. Donc, moi, sincèrement, bon. Chacun. Après, si vous faites une collection, les gars, allez-y, hein, voilà. Hein. Y a pas de souci hein, de ce côté-là. Hein.
Voilà, la phrase au bas dormant qui avait dit merci pour cette vidéo enrichissante hein, sur le sur Asti, voilà. Alors, il y avait un commentaire également qui était intéressant parce que il dit, CX-Man, il dit, voilà, bonjour, un shoot 'em up se finit très vite aussi pour les super players. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un super joueur pour terminer ce jeu. C'est un peu ça, voilà, qu'on soulevait de ce côté-là. Voilà. C'est une démo technique que l'on paye au prix fort. Le producteur laisse entendre une éventuelle suite dans une interview, donc il faut espérer avoir un vrai jeu dans ce cas-là. Voilà. Et il y a des gens également qui n'étaient pas au courant de la durée de vie du titre, hein, comme un FK2D. Et moi, je pense que moi, sincèrement, je vous le dis, hein, si un jour, voilà, je récupère la ROM du titre. Je vais vous le montrer en direct que le jeu est... Voilà, c'est une blague, je vais vous le montrer en direct. Je vais faire une vidéo en direct, je vais mettre le jeu et je vais le déglinguer le jeu. Je vais y jouer, je vais le terminer, ça va être réglé. Tout le monde le finit, donc bon, écoute... voilà, Sébastien Lopez, il avait dit merci Stone, c'est vrai ce que tu dis, j'ai regardé plusieurs vidéos et aucun youtubeur ne parle des 19 minutes pour finir le jeu. Et c'était il y a 5 jours, et entre-temps, il y a des gens qui avaient dit que c'était une légende urbaine, c'était une rumeur, mais en fait, regardez les long plays des gens, ils le finissent tous en moins de 20 minutes. Voilà. Voilà. Enfin bref, donc les gars, on va passer au petit sujet du soir. Alors prochainement, voilà, je vous ai fait des petits gameplays rapidos sur des vieilles consoles, des vieux ordis. Prochainement, vous aurez un gameplay sur Mario Bros 3 sur la NES. J'en ai fait deux sur le Commodore 64 avec Hostage, Opération Jupiter sur Commodore 64. Hein, c'est un jeu qui existe hein, sur la NES également, sur Atari ST, etc. Alors, tu disais, ça je l'avais dit, personne n'a parlé de la musique du jeu. Ah, la musique du jeu, c'est, moi comme je vous l'ai dit, hein, il y a des moments, on a l'impression qu'on étrangle des Vietnamiens là, dans le jeu, là, les musiques, elle est horrible. Hein. Là, enfin, mis à part un ou deux niveaux, il y a une personne qui a dit, je crois que c'est John Anderton qui a fait un test vidéo que j'ai entreaperçu ce matin, où il fait un peu la promo, je sais pas s'il a reçu le jeu gratuitement ou quoi, j'en sais rien. Mais il dit que les musiques sont inégales et qu'il y a un niveau où la musique colle pas au décor de New York. Je pense que le jeu il a été tellement rafistolé que au final le jeu ne ressemble pas à ce qui était prévu au tout début. Mais bon, c'est la musique, on est loin de Thunder Force. Bon, enfin, ils auraient pu mettre un truc un peu plus hargneux, on va dire. T'as des JRPG, 1h30 de jeu, c'est l'intro du jeu, c'est vrai. Bah déjà, Metal Gear Solid, enfin Metal Gear, les derniers, voire même les premiers, après, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir, voilà. Ça n'a rien à voir. Mais ça reste, ça reste, on va dire, une expérience de gameplay extrêmement courte, voilà. Alors, si on peut regarder du côté des... voilà, on va regarder du côté moi de mon côté, hein, c'est-à-dire les homebrew hein, que j'ai pu acheter sur la NES, parce que on peut pas dire que moi j'aime pas la NES ou des choses comme ça. Voilà. Un des premiers homebrew sur NES à l'époque que j'avais kiffé et bah moi je vous le dis hein, je l'ai pas forcément terminé sur la NES. Voilà, je l'ai fait avec la ROM Digit à l'époque. Hein, c'était Twin Dragons les gars. Je sais pas si vous ce jeu-là vous l'avez fait et bah moi j'avais trouvé sympa le projet des gens à l'époque de sortir un homebrew sur la NES. Alors ils nous avaient fait une boîte. La boîte, vous voyez, elle est assez mince, elle est dure à ouvrir, elle est pas super pratique, on va dire. C'est des boîtes en fait un peu glossées, façon reproduction. C'est pas une vraie boîte NES.
premièrement. Après, à l'intérieur, ils avaient fait une notice vraiment sympa. C'était à l'époque un homebrew fait par des Français, hein, si je me trompe pas. Hein. Voilà, et puis vous aviez la pub derrière du studio. Et vous avez filé des autocollants, des conneries. Enfin, c'est toujours là. Hein. Ils vous disent c'est collector. Bah oui, c'est collector parce que c'est produit qu'une seule fois et ça ressortira pas forcément. Alors il y avait l'étui, voilà, avec la cartouche. Derrière, ils avaient fait un truc genre Nintendo, etc. Au niveau des vis, les vis, elles sont comment? Ça ressemble pas. Les vis, elles ressemblent pas à celles qui avaient été du côté de la NES. C'est pas exactement pareil. L'étui, c'était un peu similaire. Enfin bref, je vous montre le packaging d'époque. Hein. J'avais pris également Project Blue. Voilà, j'avais pris. Alors ils sont ouverts par le haut en fait. Hein. J'ai laissé le plastique autour parce que je mets pas de crystal box. Et j'avais pris Project Blue. Voilà. J'avais pris également Bass Def à l'époque quand il était en promotion parce qu'il y avait un livre avec et il y avait une BD avec, il y avait tout un univers, franchement c'était pas mal. Il y avait également un CD qui était filé avec, je l'avais payé 20 balles en promotion dans les Deadstock parce que là tout ce que je vous montre les gars, c'est des jeux en fait, il reste du stock encore. Hein. C'est pour vous dire à quel point ça se vend pas. C'est vraiment un jeu de niche, hein. Enfin, c'est le homebrew en fait, c'est pour les gens qui veulent récupérer des produits, on va dire, pour leur collection. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas forcément en fait des choses que les gamers habituels s'attardent à récupérer. Et encore une fois, voilà, et des gens aujourd'hui font encore du homebrew. Il faut se dire que même Bass Def, il est sorti, je vais vous faire flipper les gars. Il était sorti en 2019. C'est un jeu que j'ai acheté en... Je crois que je l'ai acheté en 2022. Je crois que je l'ai acheté en 2022, il en restait encore. 3 ans après. Twin Dragon c'est pareil, si ça se trouve il y en a encore. Project Blue c'est un jeu de 2019, pareil, je l'ai acheté à la même période que Bass Def. Et puis il y a un autre jeu que j'avais pris sur la NES, c'est les 4 homebrew que j'avais. J'avais pris Jim Power. Jim Power parce que niveau réalisation, je l'avais acheté en promo encore une fois, c'est du stock invendu. Il est sorti quand celui-là les gars? J'essaye de voir une date à quelque part. Bah 2022. Alors celui-là je l'ai acheté au moment de sa sortie et j'ai dû le payer le prix normal celui-là. Mais allez faire un tour du côté des homebrew autour de la Mega Drive de la NES. Ces jeux-là sont aujourd'hui très souvent encore disponibles. Voilà. Salut à toi New Tech City, ouais. Alors, t'as aimé Michael Jordan, Window City, Chaos in the Windy City, ouais. Comment dire, la ville avec beaucoup de vent, Chicago, ouais, il y a la Windy City, ouais. Parce que justement, c'est une ville qui est en bord de lac et justement, tu as beaucoup de vent en fait sur les buildings, les bâtiments, etc. Ouais. Alors moi ce que je voulais vous montrer ce soir, alors je dis bienvenue aux États Germanes, hein, s'il y a des États Germanes parmi vous ce soir les gars. On va parler rapidement collection et je vais essayer de vous montrer différentes choses. Enfin, on va essayer. Alors est-ce que vous aimez la Master System ou pas? Vous aimez la Master System? Voilà, je vous montre un jeu. Je vous montre un autre jeu. Voilà, Street of Rage 2, les gars, sur Master System. Voilà. Vous allez me dire si dans votre collection vous avez des jeux sur lesquels vous avez eu des doutes par le passé au niveau du papier, au niveau des notices, au niveau des boîtes. Ça peut être intéressant de partager différentes informations parce que moi je sais que dans le passé, voilà, par exemple, il y a des gens, en rentrant chez eux, ils se sont dit tiens c'est bizarre là,
au niveau de la, comment dire, de la jaquette, au niveau de la boîte, ils ont remarqué que parfois le papier était différent. Alors moi comme d'habitude, hein, je vous montre l'intérieur. Il y a toujours ce logo Sega. Le logo Sega, c'est la marque en fait justement d'un vrai jeu au niveau de votre collection pour la boîte. Et il y a également autre chose. Et je vous montre par exemple le jeu tout à l'heure que je vous ai montré, Rambo 3 sur la Mega Drive. Voilà, je vous fais un petit tour de la jaquette japonaise. Je vous montre l'intérieur tout simplement, voilà. On a également sur les jeux Mega Drive, on a ce logo Sega qui est là également. Il est bien présent, le logo Sega. Ouais, je suis déjà allé à Chicago, ouais. J'ai des photos si tu veux. Tu veux des photos? Et je vous montre une chose. Il peut vous arriver une chose quand vous allez dans les boutiques professionnelles indépendantes de remarquer que enfin de remarquer du tout, mais remarquez rien du tout, hein. Il y a une différence. Il y a une différence entre les jeux, on va dire, Master System et Mega Drive. Alors, sincèrement, je sais pas si j'arriverai à vous montrer ça. Ça va être compliqué. Vous voyez, je vous montre l'encoche de la notice. L'encoche de la notice, il est tout en haut et il est tout en bas. On est sur un jeu Mega Drive parce que la notice est plus longue. Je vous montre un jeu Master System. Attends, hop là. L'encoche, elle est légèrement plus basse. Et voilà, en bas, pareil, vous voyez, l'encoche est plus basse. Alors, quand, en fait, vous avez... et moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de récupérer des jeux Mega Drive avec une boîte Master System où, justement, la personne du magasin ou le vendeur avait interverti, en fait, une boîte Master System avec une boîte Mega Drive. Et on peut avoir, malheureusement, voilà, au niveau des tailles, pas forcément quelque chose de très très significatif. Attends, j'aimerais bien vous montrer, voilà, la différence. Vous voyez la taille au niveau de la différence, voilà, de positionnement. Et moi, ce qui m'est arrivé, je vous dis, c'est d'avoir soit une boîte Mega Drive pour un jeu Master System, et inversement. Alors moi, je veux bien que les magasins, aujourd'hui, fassent payer le prix fort au niveau d'un produit, mais au final, en fait, vous faites avoir parce que essayez après de rentrer votre notice Mega Drive dans un jeu Master System, et ben ça ne rentre pas. Voilà, vous voyez, et moi ça m'est arrivé, voilà, sur des jeux que j'ai pu acheter. J'ai acheté par exemple Strider, j'avais une boîte Master System. Donc on peut se demander par la suite qu'est-ce qui se passe avec les gens justement qui intervertissent les boîtes et les notices. Alors premièrement, vous devez avoir à l'intérieur ce logo Sega, hein. Si vous n'avez pas ce logo Sega, je peux vous dire que déjà vous partez très mal au niveau de la reproduction. Après, le côté granulé, glossé, il y a une différence également. Alors, encore une fois, je pense pas qu'à l'image vous le verrez bien. Je vais essayer de trouver un angle, je sais pas. Là, peut-être, là, vous pouvez le voir ici, là. Vous voyez que sur les jeux Mega Drive, en fait, comment dire, le toucher, en fait, c'est beaucoup plus granuleux, en fait, sur un jeu Mega Drive. Et sur un jeu Master System, on n'a pas ces petits points granuleux en plus par-dessus. La boîte est bien carrée, est bien plastifiée. Le plastique est épais, mais il n'est pas granuleux, en fait, au niveau du toucher. Il y a ça qui peut vous mettre sur la voie, mais également, voilà, les encoches pour la notice. Ça, c'est quelque chose... Si vous allez en magasin, n'hésitez pas à regarder si les encoches Mega Drive sont bien au bout, en fait, de la boîte, en bas et en haut. Et sur Master System, c'est légèrement avancé. Voilà, tout simplement, il y a ça. Maintenant, vous avez vu, hein, je vous ai montré, les gars, regardez, je vous montre deux jeux. Deux jeux Master System. Street of Rage 2, donc.
Et donc Street of Rage 1, Master System. Je vous montre derrière les gars. Il y a bien les codes barres, voilà, les codes barres avec les numéros de série, voilà. Après, au niveau détail écriture, il y a également une chose. Voilà, je vous laisse regarder. Vous voyez, détail écriture, c'est extrêmement... attends, ouais, voilà. C'est extrêmement bien précis sur une des jaquettes. Et sur l'autre jaquette, je vous la montre, voilà. Est-ce que vous pouvez voir, voilà, à peu près. Les lettres sont un peu moins précises. Et pourtant, bah moi je vous le dis, hein, voilà, j'ai le jeu Street of Rage 2 sur Master System, mais je l'avais acheté en loose avec, je sais plus s'il y avait une boîte ou pas. Donc j'ai récupéré une boîte Master System. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, de mon côté, j'ai imprimé la jaquette sur un papier qui était à l'époque légèrement glossé. Voilà, je vous montre la jaquette. Hein. Elle est légèrement glossée. C'est un papier qui est très fin, qui se plie extrêmement facilement. Et sur la boîte Mega Drive de la vraie jaquette et la vraie boîte, hop, on a ici, voilà, une jaquette qui est extrêmement fine et de la même qualité, qui est transparente également. Donc encore une fois, c'est extrêmement difficile de repérer une vraie et une fausse jaquette. Je vous montre, je vais essayer de vous montrer. Alors moi je vois que c'est transparent. Ah voilà, vous voyez, c'est transparent de la même manière. Et pourtant, là, on a une vraie jaquette et là, on a une fausse jaquette. Sincèrement, aujourd'hui, avec les imprimantes, en fait, au niveau laser, c'est extrêmement difficile de voir le faux du vrai. Et ça, encore une fois, voilà, pour les gens qui veulent acheter des jeux extrêmement chers comme Street of Rage 2, bah, ça va être difficile pour vous. Voilà. Ouais. Bah écoute, il y a des gens qui n'ont rien à faire, qui manquent d'intelligence, tu sais, on va pas les citer. Hein, continue d'acheter des faux abonnés, c'est bien, continue de mettre de l'argent, d'acheter des faux abonnés. Peut-être qu'un jour, en fait, t'auras des vrais abonnés sur ta chaîne, voilà. Au lieu de te foutre de la gueule des gens, voilà, je te le dis pour la personne qui m'a informé de quelque chose, ça l'amuse. Voilà. Alors, encore une fois, voilà, regardez les gars, un jeu qui coûte extrêmement cher aujourd'hui, Rocket Knight Adventure, un titre qui coûte, je crois, autour de 159 € aujourd'hui, quelque chose comme ça. Il est monté à un prix pas possible. Alors, ça encore une fois, t'as raison, est rétro FPGA, FPG. Je sais pas pourquoi j'ai dit FPGA, mais je pense qu'il manque le A. Tu as en fait, tu sais, ce titre-là qui vaut cher aujourd'hui, t'as des gens qui veulent le mettre dans des Crystal Box. Alors pourquoi mettre un jeu qui aurait peut-être des doutes au niveau de la jaquette, au niveau de l'emballage, voilà, il y a des gens qui vont mettre des choses sous Crystal Box alors qu'ils savent très bien que ils ont réimprimé une jaquette, ils ont mis une boîte qui vient d'un autre jeu et ils mettent en valeur le jeu avec un boîtier anti-vol en fait qui sert pas à grand chose parce qu'au final le jeu n'est pas forcément authentique. Ça reste un problème, voilà. Pour les gens qui veulent faire des collections complètes aujourd'hui à travers le monde du rétro. Là ici par exemple sur Mega Drive, regardez, on a Battletoads Double Dragon. C'est un jeu qui devient difficile à trouver encore une fois. Et là on a un jeu authentique au niveau de la boîte et de la jaquette. Et encore une fois, on peut regarder ce qui se passe au niveau de la jaquette. Alors il faut savoir que sur Mega Drive, le papier n'est pas de la même texture que sur Master System également. Donc c'est encore un peu plus difficile de repérer le vrai du faux. Si on cherche à faire un papier un peu plus satiné, un peu plus au toucher, un peu plus glossé, pas forcément brillant, mais encore une fois, voilà, ces jaquettes là sont assez transparentes. Donc
facilement reproductible, hein, pour la plupart des gens qui veulent utiliser des imprimantes avec un papier de même qualité. Mais ce qui change énormément au niveau qualité, c'est surtout, on va dire, le détail et la précision au niveau de l'écriture. Voilà. En général, c'est extrêmement précis, les couleurs sont belles, elles ressortent hyper bien. On n'a pas de problème au niveau, on va dire, comment dire, différence de couleurs suivant les teintes. Le rouge, le jaune, etc. ça ressort assez bien. Alors qu'en général, quand vous ratez une impression au niveau d'une jaquette sur... faudrait que je vous en trouve une, voilà. Je l'avais mise là tout à l'heure, mais je sais pas si elle doit être par là. C'est le le Tournament Fighter sur Mega Drive. Là, vous voyez par exemple une fausse jaquette sur Tournament Fighter sur Mega Drive. Bah, c'est un jeu, tout simplement en fait, au niveau de la jaquette, qui présente des couleurs beaucoup plus pâles que la vraie notice. C'est moins flamboyant, c'est un peu plus terne, et là, tu peux en fait te dire, ah mais elle est peut-être sunfade la jaquette, ou je ne sais quoi. Et ben, il faut se demander premièrement si c'est pas plus grave que ça, et que vous possédez pas une jaquette qui a été reproduite au niveau de la surface, au niveau des couleurs, etc. Il y a des choses différentes par rapport aux teintes vives d'origine, hein, en fait, de ces jaquettes. Vous voyez bien le rouge qui est extrêmement présent. Il y a quelque chose de plus fade tout de suite. Et on peut attribuer ça à du sunfade alors que ça ne l'est absolument pas. Voilà. Là, on est dans le cas d'une jaquette vraiment pas forcément bien faite. Et je me souviens que ça, en fait, le vendeur m'avait prévenu en me disant, bon voilà, j'ai pas la vraie jaquette, je l'avais imprimée pour moi, il me l'avait dit, mais ça a été fait avec des imprimantes maison d'époque où justement on n'avait pas les qualités, on va dire, voilà, les qualités de reproduction d'aujourd'hui. Et ça en effet, c'est encore une fois, ça induit en erreur le collectionneur qui est sûr et certain d'avoir quelque chose de potable chez lui, mais au final, voilà, s'il peut pas comparer, et là j'en reviens parfois aux expertises, voilà, des pseudo-experts parisiens de boutique, qui je pense, voilà, vous le ramenez, moi je pense sincèrement que vous le ramenez, ce Tortue Ninja Tournament Fighter sur Mega Drive, le gars, il va vous proposer un prix de rachat sans forcément essayer de regarder la jaquette et d'ouvrir en fait et de déplier la boîte, etc., de regarder la jaquette à l'intérieur. Je suis pas certain que les gars soient à ce niveau-là en fait de regarder tous les détails sur un jeu qui coûte pas forcément cher. Quand je dis pas forcément cher, c'est entre 60 et 10 euros quoi. Quand je pense que ça dépasse un certain prix, les gars sont prêts à en effet regarder derrière. Parfois aussi les gens qui ont des collections chez eux en fait se posent des questions par rapport à des jaquettes de jeux originaux, alors qu'il n'y a pas de questions à se poser quand tu connais le produit. Je vous montre un exemple les gars avec Alien 3 sur Mega Drive. Et ça vous pouvez le voir avec différentes versions qui existent sur différentes consoles. Différents systèmes, différents jeux. Je pense également à la 3DO. Je pense à... il peut avoir des jeux également sur des vieilles consoles comme la Game Boy, l'Atari ST, l'Amiga, etc. Vous avez des boîtes différentes suivant les pays, suivant les législations en fait, les censures. En Allemagne par exemple, Doom, il a été censuré, voire interdit, Doom. Il y avait également il y avait un petit jeu là, il y avait un petit jeu avec je sais pas si c'était Ikari Warrior ou un autre jeu comme ça, il avait été interdit en Allemagne, ils avaient changé le nom du jeu, il avait appelé l'invasion de l'espace ou je sais pas quoi, ils avaient changé les sprites et ils avaient fait un autre jeu à la place. Je sais plus si c'était Ikari Warrior, c'en est un autre. Faudrait que je retrouve le nom. Et Alien 3, en fait, c'est pas une énigme.
c'est pas une énigme en fait, c'est l'original. C'est-à-dire que moi à l'époque, Alien 3, je l'ai eu en fait, je l'ai eu pas sur Genesis, je l'ai eu sur Mega Drive PAL. Et je l'ai acheté à l'époque sans me rendre compte au début qu'il n'y avait pas marqué Alien 3 sur le côté. Alors est-ce que c'est un défaut en fait d'Arena Entertainment et puis de l'impression à l'époque en usine, et ils ont oublié de marquer sur la tranche Alien 3, mais ce jeu est bien sorti comme ça à l'époque, c'est pas un défaut, on va dire, de reproduction où le mec a voulu reproduire le jeu pour la jaquette, a oublié de marquer Alien 3 sur le bord au niveau de la police, d'écriture, etc. Le jeu est bien sorti comme ça à l'époque, et pourtant en fait en Europe on n'a pas le logo Alien 3 sur le côté, on a juste le distributeur, alors que aux États-Unis on a bien en fait le logo Genesis, voilà, et la police Alien 3 qui est bien apparue à un moment donné. Ouais, c'est ça Abdul-Jabbar, c'est un jeu où tu avais grenades, lance-flammes, etc. C'était un jeu exceptionnel. Et alors moi, Alien 3, voilà, j'aimerais bien avoir la notice parce que les notices de jeux américains sont largement plus cool que les versions européennes. Elles sont pas en noir et blanc, elles sont en couleur. Et puis, il y a des grandes photos en général qui sont vraiment cool à regarder. Par exemple, il y a le jeu Airwolf. Vous voyez, ce jeu Airwolf, en fait, sur la Genesis, qui s'appelle Crossfire. C'est Supercopter en fait, hein. C'est une adaptation de la série télévisée des années 80 que vous avez connue, voilà. Et voilà, moi j'ai la version avec la notice complète. Et bon, c'était à l'époque un jeu qui était en location dans des vidéoclubs. Donc j'ai récupéré une version vidéoclub qui est un peu abîmée et tout. Moi ça me dérange pas. On a également derrière, malheureusement, un code barre de location qui est collé sur la jaquette. Donc, si j'enlève ça, ça arrache tout. Donc, il y a des gens, ils voudront pas le récupérer. Mais ça, le fait, je vous montre ça parce que le fait, parfois, que vous ayez un logo de location ou un item Ultima Games ou un petit label, en fait, de magasins indépendants connus, vous avez justement en fait la possibilité de vérifier que même si vous avez un doute au niveau de la jaquette ou de la notice ou de la boîte, vous avez quand même la possibilité de vérifier que le jeu a été en location pendant des années avant et vous avez moins le doute en fait sur le côté reproduction, même si au niveau franchement au niveau jaquette, quand vous la voyez, vous vous dites bon, elle est quand même assez suspecte, elle est assez pâle, elle a fait son temps, etc. Mais bon, c'est un jeu qui a été donné entre plusieurs mains, etc. C'est pas évident, on va dire, pour un mec qui n'est pas connaisseur, de savoir si c'est un vrai ou une fausse. Là, je vous montre un autre exemple avec Quackshot sur la version Mega Drive japonaise. C'est un jeu qui est pas extrêmement cher aujourd'hui. Mais voilà, moi j'avais récupéré un jeu à l'époque avec une jaquette vraiment très abîmée, avec, vous savez, des moisissures. Il y avait un petit peu d'eau, etc., voilà, qui avait coulé. Moi, j'ai voulu, en fait, me faire plaisir et dégager cette jaquette qui était vraiment abîmée. Et je me suis refait une jaquette propre, voilà, pour Quackshot. Voilà, il y a des gens, pour eux, c'est inconcevable. Moi, de mon côté, ça me dérange pas. Surtout que, voilà, en plus, j'avais le jeu avec la notice. Donc, pourquoi, en fait, se priver de se faire plaisir à travers, en fait, parfois une reproduction. Mais en effet, si toi, tu vas revendre le titre, vaut mieux le dire au gars. Moi, de mon côté, je le revendrai pas. Donc, c'est, en effet, un plus pour votre collection personnelle, mais c'est pas forcément quelque chose de très valorisant pour d'autres quand vous en parlez, que vous avez reproduit une jaquette pour vous. Il y a des gens, ils vont vous dire ah mais t'aurais dû garder l'original ou revendre, etc. Quand je vous parle en fait de maîtriser ce que vous avez, c'est plus au niveau objet, c'est-à-dire est-ce que l'objet que vous avez chez vous, vous savez que c'est un original,
ou également vous pensez que c'est un faux, mais vous avez peur un peu de le dire ou de vous l'avouer, quoi, tout simplement, parce que vous l'avez payé cher. Y a un autre exemple avec Castlevania Bloodlines, voilà, New Generation. C'est un titre où j'ai, moi, de mon côté, une jaquette. Alors, je sais pas si on le verra bien, mais elle est abîmée, en fait, par l'humidité. Elle est abîmée. Elle est légèrement... vous savez, il y a de... Je pense que derrière, il y avait un peu de moisissure et j'avais essayé de nettoyer ça tout doucement et de mettre derrière une feuille blanche, en fait, pour éviter que la moisissure, en fait, se propage ailleurs avec le temps. Et par contre, voilà, sachant que voilà, même la jaquette est abîmée, mais elle est potable, la jaquette. Moi, de mon côté, j'ai voulu la garder et j'ai pas voulu la changer. Et pourtant, il y a des gens, je pense, qui auraient été prêts à revendre en fait ce jeu-là. Je sais pas si d'ailleurs, je me demande. Voilà. Il y a des gens, je pense, qui auraient été prêts à revendre ce produit-là en fait pour en récupérer un autre. Et refaire une fausse jaquette derrière. Voilà. Après, chacun fait comme il a envie. Hein. Tout ça, tout ça est libre. Et après, voilà. Vous savez, hein, sur Super Nintendo, on a très souvent, maintenant, aujourd'hui, des gens capables de faire des belles reproductions au niveau des boîtes. Je vous montre par exemple, voilà, une boîte de Tecmo et Super NBA Basketball. C'est pas un jeu cher. Hein. Et je vous montre à côté, voilà, cette autre boîte de Tecmo NBA. Alors vous avez compris que celle qui est sous Crystal Box, c'est la vraie. Et celle-ci est la fausse. Mais pendant longtemps, en fait, moi j'ai gardé la fausse, ça m'a pas dérangé. Ça m'a dérangé aucunement. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de faire des boîtes vraiment de qualité formidable sur la Super Nintendo. Mais le côté trop parfait alors que le jeu a 30 ans, ça peut vous mettre la puce à l'oreille, en effet, que vous avez quelque chose de pas authentique chez vous. C'est un peu le symptôme des notices Guillemot, hein, vous savez, que vous pouvez récupérer sur les jeux Neo Geo, où là vous pouvez vous faire avoir en effet en achetant ce genre de produit qui au final vous dessert parce que vous avez mis beaucoup d'argent dans un produit qui n'est pas authentique. C'est un peu ça le problème. Hein. Voilà. Donc voilà les gars, après, sincèrement, c'est vrai qu'on aurait pu faire une émission un peu plus longue à travers différents thèmes. Je sais qu'on reviendra voilà, sur prochainement, on fera une émission sur la Neo Geo avec et les composants techniques à travers la Neo Geo et des détails beaucoup plus précis avec Nico34, hein, avec qui on a fait un début d'émission. Et on fera une suite, voilà, c'est prévu, pour passer en effet au crible ces composants Neo Geo qui sont intéressants à décrypter hein, pour les gens qui ne sont pas forcément connaisseurs. Et il y a pas mal de gens aujourd'hui dans leur collection qui ont des jeux Neo Geo et qui ont des doutes en effet sur leurs titres. Maintenant, 2024, les gars, c'est pas forcément en fait l'année où des gens vont se dire tiens, on va commencer une collection Neo Geo parce que là, c'est même plus une question qu'il faut se poser, c'est que c'est terminé. Si tu veux un produit authentique, original, ça va te coûter extrêmement cher. Et ça, en effet, ça reste un problème pour la plupart des futurs collectionneurs du monde du rétro qui veulent appartenir à ce milieu et sont pas forcément certains parce que les gens ne diffusent pas forcément les bonnes idées à travers en effet les achats Neo Geo. Ils vous parlent souvent en effet du prix qu'ils ont payé les titres, mais ils vous parlent pas plus que ça, en fait, de l'authenticité de leurs produits. Il y a beaucoup de gens également qui vous montrent des cartes mode et vous disent que c'est un jeu original. Le fameux symptôme, vous savez, de Metal Slug. Et ça, Metal Slug, en effet, vaut mieux dire que tu as une carte mode parce que ça sert à rien de faire croire que
on va dire, dans ta pauvre gaming room, tu as un Metal Slug qui coûte 25 000 euros, il est même pas dans un coffre-fort, il est sur une étagère ou par terre. C'est pas logique, on va dire, hein, et voilà. La plupart des gens aujourd'hui qui ont des jeux extrêmement chers, bah, ils jouent pas avec, hein, c'est tout à fait normal. Mais essayez de regarder à droite à gauche les boîtes, voilà, Mega Drive et Master System que vous avez. Ça peut être intéressant pour votre collection, les gars, de savoir si en effet vous êtes fait enfler en achetant un Battlemania sur Republic et on vous a mis une boîte Master System. Ça peut arriver, hein. Tant qu'il y a marqué le logo Sega à l'intérieur, parfois les mecs voilà, font pas plus gaffe que ça au niveau de l'emballage. Mais bon, si vous payez un jeu 20 balles ou 10 balles, bon, vous n'allez pas crier au scandale, vous allez faire un petit échange de boîtes, ça va être réglé. Maintenant, si vous payez un jeu 90 ou 100 balles, ouais, je peux comprendre que ça soit compliqué pour votre mental, les gars. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, les gars, bah, on a fait un petit live Histoire 2, hein, histoire de discuter hein, sur les derniers commentaires et puis sur les boîtes Mega Drive et Master System. Moi, c'était un peu ça que je voulais vous montrer. Et bah écoutez, je vous dis bonne fin de soirée, hein, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, salut à tous!